Dans le vif du sujet avec Anis Mollay tous les mercredis matins à partir de 8h. Bonjour Anis. Bonjour. Alors, nos invités ce matin, Madame Thoraya Hamemi, vice-présidente du Conseil national de Takatel. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci. Également avec nous, Monsieur Veker Lahid, il est membre du bureau politique du Courant démocratique. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Anis et bonjour aux auditeurs de RTCI. Alors, on va rappeler un peu le sujet de notre première partie pour aujourd'hui. Et une nouvelle alliance politique vient d'être créée jeudi 5 juin. Donc, Takatel, le Courant démocratique, le Parti du travail tunisien et le mouvement de l'Union populaire feront désormais une unité sous le nom Une nouvelle alliance politique. Tout à fait, Afef. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une alliance qui se forme à quelques mois des élections, on l'espère, parce que les élections, quoi qu'on dise, on espère qu'elles vont se dérouler donc en 2014 pour respecter les termes de la Constitution. Oui. Et depuis quelque temps, on a remarqué donc une certaine, je dirais, éparpillement des partis politiques sur la scène politique, dans le sens où on ne sait pas encore qui est avec qui, donc, et qui fait quoi d'ailleurs. Donc, uniquement, on a cette constante-là que certains voudraient rendre, je dirais, inébranlable, c'est cette bipolarisation entre deux partis qui sont Nida Tounes et Nahda, éventuellement une alliance. Maintenant, depuis quelque temps, on est en train de remarquer la création de certains fronts. D'abord le front avec nos invités d'aujourd'hui, dont on aura l'occasion d'y parler longuement. Et puis aussi, il y a eu dernièrement, hier, je pense, le parti de M. Kamel Mourjen, donc le Moubedra, auquel viennent s'ajouter 3 autres partis. Donc on est en train de remarquer une certaine transformation de la scène politique tunisienne. Un échiquier politique est en train donc de se transformer avec donc ces alliances. Et ce qui est intéressant dans ces alliances, Afef, c'est le cas de le dire, c'est que ces alliances ne permettent plus l'éparpillement des voix, parce que le problème majeur donc qui vont nous rencontrer donc dans les prochaines élections législatives, je parle des élections législatives qui sont de loin les plus importantes, il faut le rappeler, que les élections présidentielles, parce que le président de la République, en fonction de la Constitution, de la nouvelle Constitution, n'a pas de grandes prérogatives et ne peut pas changer beaucoup de choses, à contrario de ce que pensent certains, politiques même, qui ne pensent qu'aller à Carthage. Non, ce n'est pas le plus intéressant. Il faut aller voter, bien entendu, donc, aux élections présidentielles, mais le plus important, c'est de bien choisir le parti qui vous représentera à l'Assemblée des représentants du peuple. Voilà. Oui. Voilà, et de ce sujet, justement, à Nice, l'éparpillement des voix, je voulais poser ma première question. Est-ce la formation de cette nouvelle alliance politique? L'idée vient de ce qu'on a vu pendant les élections de 2011, l'effritement des voix, l'éparpillement de voix. Cela, vous avez décidé de créer justement cette nouvelle alliance? Oui, d'abord, effectivement, il y a de ça. Mais je voudrais préciser d'abord, c'est que nous sommes, ce que nous avons annoncé jeudi dernier avec donc Takatel, le Courant démocratique Tayar, le Parti tunisien du travail, le PTT et le MUP, c'est un accord et une plateforme de discussion pour la création et la constitution d'alliances politiques. Donc c'est un premier rapprochement qui date de plusieurs mois déjà, parce que tout cela se prépare, se discute, se négocie. On voit ce qui nous unit, qui est beaucoup de points nous unissent, et les points éventuellement sur lesquels nous avons besoin de rapprocher nos positions. Cela vient de 2 lectures en fait. La première est le fait que tous ces partis appartiennent en commun, le fait d'appartenir au courant social-démocrate, au centre, plutôt centre-gauche d'ailleurs. Ils ont les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même lecture du contexte et de la transition, la même approche de ce qui est nécessaire pour notre pays pendant cette transition démocratique. L'autre les deux autres partis qui composent cette plateforme-là sont un peu de gauche quand même, ils ne sont pas dans le centre-gauche.
Ils sont vraiment de centre-gauche. Aujourd'hui, le Parti des travailleurs était de centre-gauche, de travail et de centre-gauche. Oui, il est de centre-gauche et j'invite un peu à aller voir les actes fondateurs, les textes fondateurs de ces partis, l'émotion de leur congrès constitutif et leur un petit peu profession de foi de chacun des partis. On y voit clairement la conception de l'économie, de la question économique et sociale, mais pas seulement. Il y a aussi un peu, comme je l'ai dit, la lecture de ce qui est nécessaire pour la transition démocratique, la nécessité du consensus. Le deuxième point, et qui, comme vous l'avez soulevé, est les enseignements à tirer de l'expérience des élections d'octobre 2011. Donc on a vu que l'effritement, l'éparpillement, la multitude de listes, de partis, etc., ont coûté cher à la Tunisie parce qu'on a quand même des voix perdues. Et aujourd'hui, quand même, un citoyen qui perd son vote, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à s'exprimer, qui ne se reconnaît pas dans la nouvelle, voilà, qui n'est pas représenté. Donc aujourd'hui, le pays, nous avons un peu la même lecture du paysage politique, de la cartographie des partis. On pourra en parler davantage sur comment s'organise ce paysage en mouvement, comme vous dites, en évolution. Plus les partis politiques doivent aux Tunisiens et à la Tunisie de s'organiser pour offrir les choix les plus clairs à tout le monde et pour trouver des équilibres les uns par rapport aux autres. Avec Aglaïd, il y a une année, votre parti n'est pas encore né. Et le 14 avec le fameux teasing AFF un peu partout, 14. Moi j'ai pensé que le courant démocratique vient d'enrôler un nouveau joueur, numéro 14. Le 14 orangé, c'est Johan Cruyff. Voilà, donc, mais bon, là il a pris sa retraite. Donc je ne sais pas si vous lorgnez du côté donc, de ceux qui sont à la retraite, mais bon, c'était pour vous taquiner un peu. Donc le 14 vous allez fêter le premier anniversaire, donc vous aurez le temps. Tout à fait. Vous aurez tout à l'heure donc la possibilité de nous en parler de cet événement-là. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui vous a poussé donc à rejoindre sur cette plateforme-là? On va dire, on va utiliser le terme plateforme-là, avec le parti Takatol qui, rappelons-le, a été un peu érodé par l'expérience Troïka, et que certains actuellement ne donnent pas beaucoup de crédit. Donc un jeune parti qui vient de naître, et qui ressemble dans ses rangs, je dirais, des compétences avérées, avec à leur tête si Mohamed Abou, qui rejoint un parti, donc le Takatol, qui était un petit parti avant les élections, qui a fait, je dirais, les élections, l'expérience de la Troïka qui l'a érodé. Comment vous vous êtes retrouvé avec le parti Takatol? Juste un point, il n'y avait pas de grand parti avant la Révolution, ni avant le 23 octobre. Donc, c'est des partis militants. Oui. C'est un parti historique. Je ne vais pas défendre Takatol. Mais c'est votre droit aussi. Mais c'est un parti. En fait, on avait les mêmes positions entre le 25 juillet, après l'assassinat monstrueux de M. Brahmi. On avait les mêmes positions. On a gardé cette stabilité qui est actuellement le pays profite des fruits de cette stabilité qu'on a réussi à la garder, malgré le courant qui était le courant de Bardo qui était totalement dévastateur à cette époque. Donc c'était le scénario égyptien. Sinon les députés courant démocrate, les députés Takatol, ils ont réussi à garder cette stabilité de faire que les 60 élus reviennent à l'intérieur de l'ANC. Et avec ça, on a réussi à avoir la meilleure constitution du monde. On a réussi à avoir cette stabilité on est envié par les pays du printemps arabe de cette stabilité qui n'existe que nulle part ailleurs que chez nous. Donc on n'est pas loin de ces quatre partis qui n'ont pas essayé de faire... De ces trois partis. De ces trois partis.
mais il y en aura d'autres. Hein. Oui, on y arrivera. Oui. Voilà, donc là, vous estimez être dans le même bain. Lorsque vous parlez de plateforme, et là c'est la question réelle, parce que le Tunisien se pose la question, mais qu'est-ce que cela signifie une plateforme? C'est comme si à AFEF, pour expliquer un peu les choses, on fait une rencontre familiale pour un mariage, donc la rencontre, ensuite les fiançailles, après c'est les mariages. C'est le mariage, hein, c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Je crois que chacun pense comme... Non, on peut expliquer. Mais je vous parle en langage militaire. Nous, on a créé les canaux de communication. On a créé la fréquence radio avec laquelle on va parler avant les élections, après les élections, sur les grands problèmes qu'on va rencontrer. Nous, on a créé la fréquence radio adaptée entre ces 4 parties. Oui, mais réellement, le Tunisien se pose la question Chacun son actuellement. langage. Oui, chacun son langage. Voilà. Toi, tu penses au mariage, par des formations professionnelles, parle de langage militaire. Je vis entre les militaires. Je profite aussi pour les saluer. Ils ont l'anniversaire de l'armée le 25 juin. Donc, je suis une fierté de travailler avec eux. Voilà. Donc je reviens à ma question donc de tout à l'heure. Je disais voilà donc la question qui se pose donc concrètement, est-ce que vous allez dans une alliance électorale? Est-ce que vous allez dans une alliance politique? On a vu à AFEF quelques alliances qui n'ont pas réussi. Oui. La dernière d'entre elles, c'est l'UPT, l'Union pour la Tunisie, qui est sur le point peut-être de fléchir avec la position du Massal, avec ce qui se passe à Nida et Tunis. Et la question, on avait aussi des alliances comme le PDP, qui a fait alliance avec FR pour donner le Jumhouri. Ensuite, ça s'est effrité. Le courant démocratique, l'Alliance démocratique qui est sortie donc du PDP. Donc réellement en Tunisie. Est-ce que vous pouvez dépasser ces égos? Est-ce que vous avez réellement la possibilité de constituer une réelle troisième voie? Parce qu'actuellement, vous êtes en train de cibler ce qu'on appelle la troisième voie. Qu'est-ce que cela signifie la troisième voie? C'est-à-dire une alternative autre que la bipolarisation, en se basant sur un chiffre très important. 60%. Oui. Exactement, les 60% des abstentionnistes, qu'on ne retrouve pas dans le dernier sondage. Donc politique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Et réellement, est-ce que vous allez dans cette alliance électorale? Est-ce que vous allez rester dans une alliance politique? Comment ça va se passer? Donc je me permets de critiquer les autres alliances. Ouais. Les autres alliances, c'était pour faire tomber un gouvernement, je crois, pour faire tomber. Non, mais pas uniquement. Mais nous, on est passé par un processus qui a commencé au mois de mars. C'est des réunions qui ont passé par des commissions. Oui. Après, il y a un retour vers les bases, un retour vers nos conseils nationaux, et c'était basé sur des bases, solides. On a commencé très lentement. C'est vrai, on avait cette peur d'éclatement après, mais là, il n'y aura pas un problème d'ego tant que ça va passer par les bases. Il n'y aura pas un problème d'ego parce que peut-être la question des présidentielles a été scellée. Il y a toujours cette question de présidentielle, mais c'est pas important. Puisque Mohamed Abou dit ne pas se présenter au présidentiel, alors que Moussa Ben Jafar le pense. On va écouter Touré. Ça, c'est les sujets qui fâchent. Hein. Non, c'est pas des sujets qui fâchent, c'est les sujets qui se posent. Ouais. Justement, à la création de cette plateforme ou cet espace de discussion où les dirigeants et ceux qui sont mandatés par leur parti pour diriger en leur nom mettent sur la table tous ces sujets. Les questions de rapprochement, ce que nous avons voulu éviter dans cette démarche, c'est justement de ne pas être dans le buzz, de ne pas être dans les effets d'annonce. Pardon. De ne pas dire aller très vite pour annoncer quelque chose qui ne sera peut-être pas viable. Nous voulons vraiment créer une alternative qui existe parce que nous considérons que les Tunisiens sont majoritairement centristes, majoritairement modérés, qu'ils ont des attentes qui ne sont pas forcément ni le conservatisme sociétal, ni le libéralisme économique, parce que souvent on parle de bipolarisation, mais est-ce qu'on a bien réfléchi, est-ce qu'on a la bonne lecture de cette cartographie? Si on s'amuse à faire, on doit faire une lecture très factuelle et très réaliste de la carte politique tunisienne, de la carte des partis, et positionner les uns et les autres en fonction de plusieurs critères. Il y a la notion de rupture avec ce qu'on a eu avant, ce qui a mené à la révolution.
pardon, il y a une question d'attente par rapport à la gouvernance, au rôle de l'État, au rôle des institutions de l'État, au poids économique des acteurs donc économiques et sociaux, etc. À la lecture, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ce qui est nécessaire pour la transition, c'est-à-dire le consensus. Il faut voir qui, depuis la Révolution, parle de consensus national, de rapprochement des uns et des autres. Quand Takatol, vous avez utilisé tout à l'heure des mots que je ne partage pas du tout, un petit parti érodé par l'expérience Troïka. Lorsque Takatol est allé dans la... Il n'a pas été érodé par l'expérience Troïka. Vous me permettrez que je finisse et que je réponde à cette deuxième question, mais lorsque Takatol a demandé un gouvernement et a défendu un gouvernement d'union nationale disant il faut que la Tunisie soit menée dans cette période-là par les différents groupes qui font ensemble un consensus national pour sortir de la difficulté de la période, on nous a critiqués, on nous a traités de petits, de tous les noms, etc. que vous venez d'utiliser, mais aujourd'hui, analysez le discours politique des autres partis aussi. Donc on est les militants de Tayyar également qui à l'époque étaient dans d'autres partis ou peut-être un peu peut-être il y a eu des nouveaux qui sont venus à Tayyar aussi quand il s'est constitué, mais ils étaient aussi dans cette recherche de consensus et d'unité nationale. Alors donc on évite les effets d'annonce, on construit sur du solide, on voit ce qui nous rapproche, on essaye de répondre à une attente. On la sent, cette attente. On la sent réellement, on fait du terrain, on fait des tournées dans tous les pays. Le Tunisien, majoritairement, est en attente de nouveautés. D'autres choses. Donc, vous m'avez demandé si on a été érodé par l'expérience Troïka ou pas. Nous avons fait notre évaluation. L'évaluation de l'expérience Troïka après avoir quitté le gouvernement. Nous sommes revenus sur l'ensemble de nos positions déjà publiques. Je vous rappelle que Takatol, dès janvier 2013, demandait la neutralité de certains ministères, de souveraineté. Je ne vais pas revenir en détail sur toutes les positions, mais vous pouvez y revenir. Toute expérience du pouvoir érode. Déjà, donc ça c'est une règle politique. Voilà. L'expérience de la... Nous sommes d'accord, vous avez été érodé. Oui. Tout exercice du pouvoir érode les uns et les autres. Nous, on a eu bien sûr des gens qui ont été insatisfaits du fait que nous ayons fait cette coalition gouvernementale transitoire. D'autres sont venus à nous parce qu'ils ont mieux compris nos positions. On continue à dire que cette expérience a permis, entre autres, d'arriver à une constitution dont nous pouvons être tous très fiers, je crois, que nous avons évité le pire à notre pays, parce qu'au lendemain des élections, diviser les Tunisiens entre deux blocs, on a vu dans d'autres pays où ça a mené. Donc il y a du mauvais, il y a du bon, le bilan selon vous est satisfaisant, c'est ce que vous essayez donc, globalement satisfaisant si aujourd'hui on a une constitution, des institutions qui vont nous permettre d'arriver à des élections, et je cite l'ISI, la AICA, l'instance magistrature, la constitutionnalité des lois et l'instance de justice transitionnelle, donc vérité et dignité, malgré le retard qui a été pris. Mais aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de faire les élections, on l'espère, dans un climat transparent, mais il y a encore beaucoup à faire, et c'est pour ça qu'on doit unir nos efforts un peu pour asseoir ces nouveaux fondements. Nous avons des positions communes, entre autres, ce qui nous rapproche de ces partis-là, c'est une même conception des questions de gouvernance, une même conception de la question du financement de la vie politique, du rôle des associations, de la neutralité, etc. Justement, en parlant des
idées communes. Tout à l'heure, vous avez utilisé plusieurs fois le mot voix et le Tunisien, il est en attente de cette nouvelle voix, ce nouveau choix. Est-ce que vous considérez que cette nouvelle plateforme ou cette alliance pourrait répondre aux attentes des Tunisiens qui n'ont pas jusqu'à maintenant décidé pour qui aller voter? Justement, c'est cette voix qui représente le plus le Tunisien, le Tunisien moyen, de la classe moyenne, qu'on essaye de préserver ces 4 partis. L'objectif principal, c'est de garder cette classe moyenne qui représente les 60% des Tunisiens ou plus, je crois, des électeurs. Donc, à partir de là, on a cette plateforme commune et on a cette attente. C'est vrai que les 2 autres partis, cette bipolarité qui penche vers la droite avec ces 2 partis, leur argument électoral, c'est d'éviter de faire les voix utiles. Donc, d'éviter la dilution des voix. Et nous, avec les alliances, on va essayer de contrer ça. Donc, il n'y aura pas de dilution des voix. Il n'y aura pas de voix à la 23 octobre, quand on a eu, je crois, plus qu'1 million de voix qui sont parties sans Madame siège. Hamem, est-ce que Moussa Benjar va se présenter aux élections présidentielles? Écoutez, nous sommes des partis qui avons des institutions, des instances décisionnelles. La question des coalitions, des alliances électorales ou politiques, la question des candidats à la présidentielle se traite dans les conseils, en tout cas chez nous, c'est le Conseil national qui le décide. Nous en prévoyons un à la mi-juillet. La question, on ne vous cache pas que bien sûr cela se débat en interne, c'est chez nous. Il est fort probable, bien sûr, sous réserve de l'approbation du Conseil national de Takat, de cette candidature. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez parlé de la question des présidentielles qui est au cœur du candidat à la présidentielle, qui est au cœur des négociations, des discussions, du rapprochement avec les autres partis. Souvent, malheureusement, parce que nous sommes tous à un degré d'apprentissage de la démocratie qui commence, nous découvrons tout ça. Les alliances, il n'y a pas une seule forme d'alliance électorale. Le champ du possible est assez large. Ces alliances peuvent être autour de listes communes. On a tous tendance à croire que faire alliance avec d'autres partis, c'est avoir des listes communes. Non. Il peut y avoir un accord sur un certain découpage des listes par circonscription. Il y a toujours des possibilités quand on a discuté avec d'autres partis, parce que dès le départ, nous avons voulu ouvrir cette coalition du centre à plusieurs autres partis. Nous avons discuté avec l'Alliance démocratique, nous avons discuté avec Harakat al-Shab, il y a même eu des discussions bilatérale. Ce qu'on a remarqué aussi, excusez-moi de vous interrompre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Takat s'organise mieux avec les partis qui n'ont pas un candidat à la présidentielle. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça ne veut pas dire que le courant démocrate n'a pas de candidat. Mohamed Abou n'est pas candidat, ça c'est une info, c'est pas un scoop, mais il y aura des primaires. Il peut y avoir donc une autre personne, peut-être le plus jeune parmi nous. Si nous respectons les institutions donc que vous avez, c'est vrai. Mais on sait aussi, dans la lecture politique, que les partis qui disposent de candidats plus ou moins potentiels au présidentiel ne se retrouvent pas réellement donc dans une même alliance. Et beaucoup ont dit peut-être que le courant démocratique a rejoint Takatol donc pour ces considérations-là. Par rapport à cette... je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je suis en train de vous dire ce qui est en train de se dire. Je voulais vous répondre sur ce qui est en train de se dire, justement. Les choses ne se sont vraiment pas du tout passées de cette façon. C'est-à-dire, quand on a entamé les discussions avec les partis, Takat n'a jamais, et d'ailleurs les autres partis, du moins ceux qui sont aujourd'hui dans cette plateforme, on n'a jamais mis la question du candidat à la présidentielle comme un premier prérequis. Bien au contraire, nous avons dit, nous sommes disposés à discuter avec tous les partis centristes tant que nous avons un programme commun, une vision commune socio-économique et une lecture de ce que doit être les prérequis de la transition démocratique. Est-ce qu'on pourrait voir l'Alliance démocratique vous rejoindre?
Nous avons beaucoup discuté avec eux. Ils se donnent encore le temps de décider, de revenir à leur base également. Nous sommes même allés jusqu'à dire marahbé à ceux qui ont déjà tranché la question. Nous avons dit, bien sûr, nous discutons avec Jomhouri, si Jomhouri est disposé. Nous n'avons pas discuté directement avec Jomhouri, mais parce que nous sommes plusieurs dans cette plateforme, il y a eu des discussions bilatérales qui nous impliquent, mais nous n'avons aucun... notre ligne rouge, c'est pas du tout la candidature à la présidentielle. Et d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure sur la question des formules d'alliance, il se pourrait... l'alliance peut être entre des partis où chacun a un candidat au premier tour. Mais, vous parlez de la présidentielle. Bien sûr, à la présidentielle. Et le second tour se pose d'autres questions. Donc, c'est vraiment pas le but. Ce rassemblement n'est pas derrière un candidat à la présidentielle. La prochaine étape après cette plateforme-là, vous avez dit que vous allez tenir donc un congrès le 1er juillet. Un conseil national. Mi-juillet. Fin juin. Quels seront les ordres du jour dans ces considérations-là? C'est-à-dire, quels sont, et le Tunisien a besoin de savoir où est-ce que cette plateforme-là va le mener. Est-ce qu'elle va évoluer dans un sens comme dans un autre, Thoraya Hamemi, comme vous voulez de le dire, dans le sens peut-être des listes communes, peut-être des listes au nom d'un seul parti qui existe dans des circonscriptions ayant plus de voix pour un parti que l'autre, donc ce qu'on appelle un partage donc, de l'électorat en fonction, donc une optimisation finalement des listes. Comment ça va être? Et surtout, il y a une autre question très importante. Est-ce qu'il y a des pourparlers avec d'autres partis? Est-ce qu'il y a des partis qui vont vous rejoindre incessamment? C'est ça, l'objectif de cette alliance, c'est de créer cet aspect de boule de neige. On va essayer de ramener le maximum le maximum de partis qui ont cette vision socio-démocratique, le centre-gauche, centre plutôt. Et c'est ça l'objectif principal, c'est d'éviter la dilution des voix lors des prochaines élections fin 2014. Donc c'est ça l'objectif principal. Les autres éventualités, les listes communes, les listes... Objectif principal avec le fait que vous soyez donc du même bord politique. Exactement, Voilà. exactement, c'est d'éviter le retour de la contre-révolution, c'est ça l'objectif principal, parce que c'est ça la plus grande crainte actuellement en Tunisie, et la crainte pour la démocratie, c'est le retour en arrière. Par contre, pour les éventualités de listes communes, de partager les régions, de voir notre présence dans chaque région, on laisse la porte ouverte. Et on laisse la porte ouverte après nos conseils nationaux, et il n'y aura pas de tabou à discuter de ça après. Les partis avec lesquels vous êtes en contact actuellement, c'est lesquels? Vous voulez laisser la parole à Madame Thoraya? Non, mais il n'y a pas de scoop. Il y a des pourparlers avec des partis démocratiques qui ont une histoire de démocratie. C'est pas des pourparlers, c'est des contacts, parfois des contacts personnels. On commence par un contact personnel, on commence par des amitiés entre des membres du Conseil national du bureau politique, et après ça accouche à des réunions, des premières, deuxièmes réunions, après des comités, et après on rejoindra cette alliance socio-démocratique. La question des élections. Est-ce que vous, dans le courant démocratique, vous privilégiez donc qu'on avance les législatives par rapport aux présidentielles, ou le contraire pour vous aussi, Madame Thoraya? Oui, je répondrai un petit peu sur la précédente question. Les partis que nous sommes en train de voir, c'est vraiment la famille centriste, que ce soit d'ailleurs parfois un petit peu le centre droit, parce que il y a FR, il y a Harak Tachab, le contact est toujours maintenu avec Tahalf. L'Alliance démocratique, chacun doit revenir à ses bases et à ses instances. Et puis, il y a aussi un autre facteur qu'on oublie, c'est que il y a des personnalités nationales qui ne sont pas affiliées dans des partis, mais qui sont très engagées, politisées, et qui voient aussi cette synergie entre les partis, qui n'ont pas envie de rejoindre un parti en particulier, mais qui, je ne citerai pas de nom, parce que c'est assez
c'est personnel. Moi, je parle au nom de Takaton. Vous n'allez pas nous donner un scoop? Non, ce sera pas. Je laisserai à chacun. C'est un honneur d'avoir quelques personnalités. Mais... Voilà, c'est enjolivant aussi. On respecte voilà. On respecte ces personnes annonceront le moment voulu elles-mêmes ces choix. Parce qu'on va terminer avec ce sujet. Et Takaton, nous sommes la question des élections, du timing des élections est justement débattue au sein des instances que nous avons créées, des commissions mixtes. Takaton est pour les élections présidentielles avant les élections législatives. Pas très loin de ça. Voilà. C'est-à-dire présidentielles avant législatives. Mais comme les présidentielles ne sont pas très importantes pour nous, mais on n'a pas encore tranché pour cette question, mais les présidentielles ne sont pas importantes pour le camp. Arabou est accrédité de 8%. Dans le dernier sondage, il est troisième et il vient même de coiffer le président provisoire. Moi, je respecte les instituts de sondage, je respecte Hossein Zalbouni, c'est le frère jumeau d'un ami très proche. Donc, mais les instituts de sondage, tant qu'il n'y a pas une instance qui contrôle les instituts de sondage, nous on ne regarde pas. Voilà. Nous, les 8%, on n'a pas regardé. Ça ne vous donne pas, donne pas la grosse tête à Mohamed Arabou, peut-être qu'il va changer d'avis pour se présenter aux élections présidentielles avec les 8%. On n'a pas regardé ni 0,8 ni 8%, on ne sait pas. Oui, c'est important d'analyser avec beaucoup d'objectivité et aussi d'humilité les résultats des sondages, parce qu'il faut aussi qu'on revienne. Il a dépassé Moussa Boujaf, là. Il faut qu'on revienne aux sondages de 2011 et qu'on voit ce qui était prédit et ce qui a été réalisé. Ouais. Donc les sondages, ça peut éventuellement donner des tendances. C'est à suivre, mais vraiment, il faut décortiquer ça. Si vous rappelez l'avant-dernier sondage de l'Institut dont vous parlez, on a crédité aussi Mahdi Jema. Je crois que c'était 30%. Les 30% qui devaient voter vers Mahdi Jema, pour qui ils votent aujourd'hui dans le dernier sondage, il faut vraiment être dans l'analyse. Il faut être et surtout sur la question des alliances. Il ne faut jamais oublier que dans les alliances, il y a un effet synergie, c'est-à-dire 1 + 1 n'égale pas 2. Mais point d'interrogation. Vous nous apprenez quelque chose. Merci beaucoup, merci Madame Thoraya Hamemi. Je rappelle, vous êtes vice-présidente du Conseil national de Takaton. Merci vous beaucoup. Restez avec nous, oui, nous allons vous garder avec nous. On va parler de l'amitié. Est-ce que je peux terminer mon remerciement? Non. Avec les membres du bureau politique du courant démocratique, nous allons marquer une courte pause. Vous allez le faire vers la fin, et puis, on se retrouve tout de suite après. Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï. Et dans le vif du sujet se poursuit toujours sur RTCI, Radio Tunis International. Le deuxième sujet pour aujourd'hui, Enis, concernera le secteur des technologies de l'information et de la communication, n'est-ce pas? Avec une conférence qui se tient à cet instant même, au siège de l'UTICA, le regroupement des professionnels du secteur des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien et la Fédération nationale d'éthique organisent une conférence de presse, et pour en avoir tous les détails, nous avons avec nous en direct monsieur Riyad Aziz. Il est le coordinateur de cette conférence. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'RTCI, Riyad. Oui, bonjour madame, bonjour Anis, bonjour les auditeurs de la RTCI. En effet, il se tient actuellement au siège de l'UTICA une conférence de presse réunissant les opérateurs du secteur d'éthique ivoirien avec leurs homologues tunisiens. Il s'agit de voir ce qu'il y a moyen de faire ensemble, de prospecter, d'étudier tout le potentiel, tout le gisement de développement entre Tunisiens et Ivoiriens dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. La conférence est dirigée par Taïs Salemi au nom de la Fédération d'éthique de l'UTICA et par Patrick Mbeng, Patrick qui est le président de Gothic, groupement des opérateurs ivoiriens du secteur d'éthique. Voilà. Dans quel but vous l'organisez, Syria? Pourquoi vous l'organisez d'abord et dans quel but? Écoutez, c'est
très simple. Jusqu'à maintenant, les opérateurs tunisiens sont en train d'attaquer entre guillemets le marché ivoirien à titre individuel. Et nous avons pensé qu'il serait utile de ramener les donneurs d'ordre et les professionnels ivoiriens en Tunisie afin de regrouper l'offre tunisienne. Aujourd'hui, il s'agit d'approcher le marché d'Afrique subsaharienne sous forme de consortium. C'est plus facile de commencer les premiers contacts en Tunisie, et ensuite Patrick va vous en parler, il est juste à côté de moi. Nous aurons normalement en septembre une grosse délégation ivoirienne, et en novembre, du 11 au 13 novembre, nous tiendrons Patrick, ça qui regroupe pas au moins 30 sociétés tunisiennes. Cyriac, est-ce qu'il y a actuellement des entreprises tunisiennes présentes? Je sais qu'il y a des individualités, c'est-à-dire il y a des ingénieurs en informatique en Côte d'Ivoire, mais est-ce que des Tunisiens, des sociétés tunisiennes sont en train de percer dans le marché ivoirien? Affirmatif, mon cher Anis, il y a au moins 20 sociétés tunisiennes qui opèrent déjà sur la Côte d'Ivoire, mais elles opèrent de manière dispersée. Ça veut dire que chacune a agi à titre individuel. Aujourd'hui, le but de la démarche, c'est de faire de telle sorte que l'approche tunisienne se fasse par gros modules, par exemple par e-banking. C'est par secteur que nous voulons approcher le marché, en étant tous en réunissant par type d'activité des Tunisiens. Nous serons plus forts pour proposer des offres plus consistantes à nos frères ivoiriens. Est-ce que des parties gouvernementales sont présentes avec vous, que ce soit du côté ivoirien ou du côté tunisien? Écoutez, le Centre de la promotion des exportations est présent en la personne de Richard de Klis même. Il est déjà dans la salle, mais je peux déjà vous annoncer que le ministre tunisien d'éthique a invité son homologue ivoirien officiellement pour septembre prochain. Il sera sur ICT for All 21-24. Le ministre Bruno Collet sera à Tunis. Ensuite, nous avons demandé à notre ministre tunisien de nous accompagner du 11 au 13 novembre sur Abidjan. Merci. Je pense que vous avez à côté de vous Monsieur Mbeng. Donc, voulez-vous... Mbeng, président de Gothic, je vous le passe tout de suite. Merci. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Bang, soyez le bienvenu sur les ondes de RTCI. RTCI qui s'intéresse énormément aux Africains subsahariens. On vous souhaite le bienvenu donc parmi nous. Alors cette manifestation-là, comment vous l'évaluez? Écoutez, nous sommes venus déjà dans le cadre du Tunis Forum pour comprendre la nouvelle stratégie tunisienne vis-à-vis de l'Afrique, et nous avons profité en tant que groupement patronal pour rencontrer la fine fleur des technologies de l'information et de la communication en Tunisie. Donc il nous a été donné l'opportunité de rencontrer tous les acteurs qui ont des ambitions de travailler sur l'Afrique, et nous sommes en train de mettre en place des dispositions organisationnelles pour permettre à ces opérateurs d'œuvrer en Afrique en collaboration avec l'offre locale, c'est-à-dire les opérateurs ivoiriens, pour que cette synergie de compétences puisse s'opérer de façon gagnante pour l'ensemble des parties. Et donc je considère que ce premier événement a rempli tous nos espoirs. Monsieur Beng, en Tunisie, on dit toujours que les Tunisiens ont besoin d'aller scruter en Afrique des opportunités, mais que les législations en place, la bureaucratie ne le permet pas. Qu'est-ce que vous avez élaboré en Côte d'Ivoire pour que les Tunisiens arrivent sur place et trouvent donc les moyens d'investir? Bon, déjà, on a repensé l'approche de l'investissement sur la Côte d'Ivoire et du de l'exploration du marché. On a mis en place avec un GIE qui s'appelle GetIT ici une plateforme de collaboration qui permettra à l'ensemble des opérateurs tunisiens qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire d'avoir des données assez structurées sur le marché, l'évolution du business, le cadre. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Okay. Le cadre organique et tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent prendre des décisions opportunes, tout en minimisant les risques de faire des prospections one shot en allant seul, en se lançant sur ces espaces, parce que il faut avoir des grilles de lecture, il faut avoir des guides, et le partenariat que le groupement que je gère
à instaurer avec le Gate Haïti pour mettre en place, je dirais, un instrument qui permettrait de baliser cette démarche d'exploration. Mis à part les sociétés tunisiennes qui essayeront donc d'investir sur le marché ivoirien, est-ce que vous, en tant que directeur d'une entreprise, d'une boîte, scrutez du côté tunisien pour les ingénieurs tunisiens pour qu'ils aillent en Côte d'Ivoire? Tout à fait, c'est clair. Dans cette réflexion, le partenariat s'opère dans les deux sens. Parce que au-delà même de la capacité de l'industrie tunisienne, il y a encore des niches d'opportunités que d'autres acteurs comme nous, ayant capitalisé en degré de maturité, pourront observer sur le marché local. Donc c'est un partenariat gagnant dans les deux sens. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Beng. Je vous en prie. Allez, bonne journée. Au revoir. Et voilà donc, c'était à propos de la conférence qui se tient aujourd'hui au siège de l'UTICA par une conférence organisée conjointement par le regroupement des professionnels du secteur des technologies en Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien et la Fédération nationale d'éthique en Tunisie. C'était le deuxième sujet pour aujourd'hui. Très bonne initiative, j'espère qu'elle sera couronnée par d'autres et j'espère que d'autres pays avec d'autres investisseurs viendront en Tunisie. L'avenir de la Tunisie, c'est peut-être l'Afrique. Il est temps d'aller en Afrique subsaharienne dans tous les domaines. Ils ont besoin donc des compétences tunisiennes. Ils ont besoin de compétences tout court. Pourquoi pas les compétences tunisiennes pour essayer un peu donc de sortir sur le marché autre que le marché européen, américain ou asiatique. Oui, voilà. C'est un marché à découvrir. Donc on peut prendre également l'avis de nos invités puisqu'ils sont toujours avec nous sur cette initiative. Qu'est-ce que vous en pensez, oui, c'est une très belle initiative parce que nous, dans le domaine médical, on a commencé cette collaboration avec surtout avec la société. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur agrégé en cardiologie. Voilà, donc exactement. Donc on a commencé cette collaboration avec les pays africains francophones plutôt dans tout ce qui est congrès, tout ce qui est collaboration, tout ce qui est training, tout ce qui est des stages. On a assuré des stages pour des étudiants africains dans nos services médicaux et pour essayer d'exporter au maximum le savoir-faire tunisien, le savoir-faire en matière médicale et pour assurer le tourisme médical qui est maintenant un axe très important. On a des concurrents sur l'Afrique. L'Afrique, c'est pas l'avenir de la Tunisie, c'est l'avenir du monde. C'est des pays qui font du 5 à 10% de croissance par an. Moi, je réfléchis en termes de Tunisie. Oui, mais c'est des pays qui font du 5 à 10% de taux de croissance annuel. Donc, c'est des pays qui n'ont pas d'infrastructure, une importante infrastructure. Et dans le domaine médical, la Tunisie, les concurrents de la Tunisie, c'est la Turquie, un peu le Maroc actuellement, dans l'Afrique. Et on a un champ très 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 vaste à conquérir. Madame Thoraya Hamem, vous êtes dans le domaine des finances. L'Afrique, est-ce que c'est un domaine à explorer? Bien sûr, je partage tout à fait la position de V que je. Non, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, c'est ça les plateformes. Ça débat de beaucoup de choses. Effectivement, l'Afrique c'est un potentiel aussi énorme pour la Tunisie. On est entre autres ce qui nous unit avec nos amis, c'est notre diagnostic du modèle de développement tunisien et notre vision de ce que doit être ce modèle. Et la question, par exemple, des ressources naturelles, du développement durable, c'est des questions qui se posent aussi dans plusieurs pays d'Afrique qui sont riches de leurs ressources naturelles, mais où la corruption et d'anciennes pratiques, des collisions, la malversation, la mauvaise exploitation de ces ressources a mené là où on se trouve tous, c'est-à-dire des pays qui n'arrivent pas à profiter de tout leur potentiel de développement. Et donc des partages d'expériences avec des pays d'Afrique, dont nous faisons partie d'ailleurs, l'ouverture sur ces marchés, l'ouverture sur tout autre marché, ce sont un peu les orientations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Yanis, on se retrouve la semaine prochaine. On remercie également très belle playlist au passage. Merci beaucoup. Je voulais vous congratuler sur la playlist et les chansons. Hamdi Gnan pour sa collaboration technique. Mohamed Ali Cheib déjà là pour le flash de 9h. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI.
le vif du sujet avec Enis Moraes.